Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver cet après-midi après notre conférence de ce matin. Donc c'est maintenant la deuxième plénière. Après celle consacrée à la décarbonation, on va aborder un autre thème qui est le thème du recyclage. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi, une bonne journée sur les stands, que vous avez pu prendre le temps de rencontrer toutes les personnes que vous aviez à rencontrer. Alors, la thématique de cette conférence, c'est 100% de plastique recyclé, utopie ou objectif atteignable. Alors, un sacré sujet. Est-ce qu'on peut recycler 100% du plastique qu'on produit et qu'on utilise aujourd'hui? Est-ce qu'on pourra le faire un jour? Est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs de le faire? Et puis, à quelle échéance? Comment est-ce qu'on va faire tout ça? Pour pouvoir introduire cette session, avant d'échanger avec tous les intervenants de la table ronde, je vous propose d'accueillir Jean Ornin, qui est directeur général de Citeo. Eh bien, Jean, bonjour. Merci. Vous m'entendez? C'est à vous. On vous entend très bien. Je suis loin du micro, donc vu ma taille. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean Ornin, je suis directeur général de Citeo. En deux mots, Citeo est une entreprise à but non lucratif, entreprise à mission qui a été créée il y a à peu près 30 ans, avec un objectif, c'est la réduction de l'impact environnemental des emballages ménagers, et ce, dans un cadre qui s'appelle la responsabilité élargie du producteur. Quand une entreprise vend un produit avec un emballage autour, elle a la responsabilité de la fin de vie de cet emballage. Et donc aujourd'hui en France, vous avez à peu près 50 000 entreprises, des plus grandes ou plus petites, qui contribuent à hauteur 2023, c'était 1,1 milliard d'euros pour développer à la fois des programmes de réduction, d'éco-conception, développer le réemploi, donc l'usage multiple, mobiliser les Français sur le sujet du geste de tri et du recyclage sur lequel on reviendra aujourd'hui, et puis passer un accord avec les collectivités territoriales qui sont eux qui mettent en place le bac de tri, donc le bac jaune dans lequel se retrouvent les plastiques aujourd'hui, pas toujours jaune en France, mais souvent, pour que ceux-ci soient dirigés ensuite vers des centres de tri pour trier les différentes résines et qu'ensuite on fasse le recyclage. Donc aujourd'hui, en un chiffre par rapport à ce milliard 100 millions d'euros, 72% des emballages ménagers aujourd'hui sont recyclés. Mais je vais vous donner tout à l'heure un chiffre pour le plastique qui est différent. Voilà, donc je ne peux pas répondre à la globalité de la question sur l'ensemble des plastiques. Je vais vous parler plutôt du domaine que je connais, c'est celui des emballages ménagers, mais qui représente quand même une bonne partie des plastiques qui sont mis sur le marché. Et avant de démarrer, j'appuie juste sur la... Alors, est-ce qu'on peut projeter le premier slide? Pour la première, peut-être, si vous pouvez... Voilà, c'est bon. C'est bon, j'y vais. Déjà, avant de parler d'emballage, souvent quand on parle de plastique, et là j'apprends rien à personne, on démarre par ça. Donc c'est ce qu'on prend tous les jours, c'est-à-dire la pollution, le plastique c'est pas bien, on n'en veut pas, particulièrement dans le domaine des emballages ménagers, parce que forcément c'est ceux qu'on voit traîner dans la nature, sur le bord des routes, etc. Et c'est totalement inacceptable. Et par ailleurs, il y a un grand nombre de pays qui n'ont pas de système de gestion de déchets, et donc ça aboutit à une catastrophe. Et donc nous sommes tous, je pense, extrêmement sensibles à ce sujet, sauf que le débat est souvent un débat, on va dire, qui ignore aussi les avantages, y compris environnementaux, du plastique quand on arrive à le traiter. Et encore faut-il le traiter. Et ce contexte s'inscrit aussi au plan mondial dans un contexte de croissance très forte de la production du plastique. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Donc avec des perspectives de croissance d'ici à 2000, je vais mettre mes lunettes, je ne vois pas l'écran. D'ici à 2060, donc on voit bien que de 460 millions de tonnes en 2019, on passerait à plus de 1,2 milliard de tonnes en 2060. Donc contexte de progression de l'usage et de la production de plastique, dans lequel d'ailleurs l'Europe
représente une partie très faible. Parce que finalement, nous, on progresse relativement peu. Dans l'emballage ménager, on progresse relativement peu. Mais en tout cas, c'est un contexte de progression. Et sur ces millions de tonnes, l'emballage, au global, représente à peu près 40% de la production des plastiques. 20% pour l'emballage ménager et 20% pour les emballages industriels et commerciaux. Et finalement, dans ce contexte de production, ce que dit l'OCDE, c'est qu'aujourd'hui, au niveau mondial, le taux de recyclage des plastiques, c'est 9%, donc chiffre 2019, et que finalement, sans changer les choses de façon drastique, finalement, on arrivera à 17% en 2060, finalement, avec un exutoire numéro 1 qui serait le landfilling, c'est-à-dire l'enfouissement, qui n'est pas une solution pour les plastiques, et nous le savons tous. Voilà. Donc ça, c'est le contexte général qui nous entoure. Après, si je prends et si je resserre sur notre secteur, qui est l'emballage ménager. L'emballage ménager, c'est celui qui termine dans les mains du consommateur. Il y a aujourd'hui 5 300 000 tonnes d'emballage ménager qui sont mis sur le marché. Donc les entreprises qui vendent des produits alimentaires, non alimentaires, déclarent à Citeo leurs tonnes d'emballage, donc leurs tonnes de verre, d'acier, d'aluminium, de carton et de plastique. Et tout ça aujourd'hui fait 5 300 000 tonnes. La moitié, c'est du verre qui est très pondéreux. Et on voit que le plastique aujourd'hui, c'est 23%, donc c'est à peu près un quart des tonnes mises en marché au titre de l'emballage ménager. Donc c'est à la fois, bien évidemment, les bouteilles, mais aussi les films, les barquettes, les pots de yaourt et tous les éléments d'emballage que nous connaissons aujourd'hui qui ont une fonction, je le rappelle. La fonction de l'emballage, c'est de protéger un aliment, de protéger un produit pour éviter qu'il s'abîme, pour éviter qu'il puisse être périssable trop rapidement. Tout ça dans un contexte où finalement, quand on achète le jambon, on veut à la fois moins de nitrites, moins de sel, et du coup, on fait peser sur l'emballage la pression de la conservation du jambon que l'on achète. Donc c'est 5 300 000 tonnes, un quart c'est du plastique, et ce que vous avez sur la droite ici, c'est la recyclabilité. Donc à la question aujourd'hui, est-ce que 100% des emballages plastiques sont recyclables? Recyclables, ça veut dire ont vraiment une filière de recyclage donc, qui fonctionne. La réponse est non, puisque aujourd'hui 65% des emballages ont une filière. Donc le plus grand exemple, effectivement, c'est la bouteille de PET, mais pas que. On a des filières sur le PEHD, on a des filières sur le PP, sur les rigides, donc tout ça existe. À la fois pour du retour à la boucle alimentaire ou pour des applications qui ne sont pas alimentaires, qui peut être le bâtiment ou l'automobile. Et donc ça, c'est bien 65%. Et il nous reste 35% qui sont les travaux que nous menons. Alors quand je dis nous, ce n'est pas que Citeo, c'est Citeo avec les parties prenantes, avec les recycleurs, avec les chimistes, avec aussi les collectivités locales, puisqu'on a un sujet de collecte pour arriver à recycler tout ça. Et donc aujourd'hui, on a des solutions qui sont en train d'arriver sur un certain nombre de résines et d'autres pour lesquelles, pour l'instant, il faut juste qu'on agisse en termes d'éco-conception. Donc du coup, aujourd'hui, on est sur ces chiffres de 35% qui ont besoin d'actions d'éco-conception ou de filières de recyclage. Voilà, maintenant, par rapport à ça, je vais tenter de répondre à la question, ou du moins je vais y répondre à ma façon, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre, nous, ce qu'on appelle le 100% solution. 100% solution, c'est que finalement, quand on met en marché un produit, du point de vue du metteur en marché, sa solution, ça peut être qu'il n'y ait pas d'emballage. Si on peut l'éviter, on l'évite. Ça peut être de l'emballage à usage multiple, ça s'appelle le réemploi. Et après, ça peut être de l'emballage à usage unique. Et dans l'emballage à usage unique, vous avez différentes solutions. Vous avez des solutions plastiques, mais vous avez éventuellement d'autres solutions. Et du coup, l'objectif global, j'ai dit tout à l'heure que notre raison d'être à nous, c'était la réduction de l'impact environnemental de l'emballage ménager, quelle que soit la solution. Et donc, ce qu'on prend bien, c'est l'ensemble des solutions qui sont nécessaires pour arriver à régler le problème. Et donc, je vais essayer de les lister en quelques minutes, en tout cas, selon nous, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver aux 100% solutions, et pas dans 30 ans, mais à très court terme. Donc, dans les actions, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a la réduction. Et je pense qu'on est tous favorables au fait que si on arrive à réduire les emballages en leur conservant leur fonction de protection du produit, eh ben, on sera tous contents.
On sait tous qu'on est arrivé au fil des années à réduire la matière qu'on utilise pour faire un même emballage. Le cas de la bouteille plastique, encore une fois, est un exemple emblématique puisqu'on a réduit de 40% de son poids, donc de l'utilisation matière, pour la même fonctionnalité. On peut aussi travailler, et ça, nous, on a maintenant un outil sur ce qu'on appelle les emballages excessifs. On voit de temps en temps des choses, finalement, qui n'ont pas de sens et qu'il nous faut arriver à supprimer. Le cas échéant, les entreprises ne se sont pas compte qu'à un moment donné, la réglementation vienne bannir. On a banni les cotons-tiges en plastique, et donc ça peut arriver à d'autres produits. Et nous, on a développé un outil qui s'appelle LESS. Donc c'est pour aider les entreprises qui contribuent chez Citeo à conserver les fonctionnalités de leur emballage en utilisant moins de matière. Et c'est possible. Ou parfois, moins de matière ou moins d'éléments dans l'emballage. Et au-delà de ça, les entreprises, elles payent au poids. Donc elles payent au poids de l'emballage. Donc elles payent Citeo au poids de l'emballage. Donc moins il y a d'emballage, mieux elles se trouvent. Et là, on est en train de pousser un système qu'on appelle, nous, les écomodulations, pour les inciter à aller encore plus loin dans ce phénomène de réduction. Donc ça reste quand même un des premiers leviers, qui est la réduction. Et dans ce sujet de réduction, vous voyez qu'il y a un débat aujourd'hui sur ce qu'on appelle le réemploi. Donc le réemploi, c'est je passe de l'usage unique à l'usage multiple. Et dans certaines situations, le réemploi est une très bonne solution. On sait que quand on a une consommation, je citais l'exemple des fast-foods dans lequel maintenant, quand on consomme sur place, on n'a pas besoin d'avoir un emballage à usage unique. On peut très bien avoir un emballage en verre ou dans un autre matériau qu'on va laver sur place. Et donc, dans ce cadre-là, on réduit l'impact environnemental. Donc, le réemploi est un des sujets très fortement portés par la France. On a des objectifs de 10% d'emballages réemployés d'ici à 2027. Donc, c'est un objectif qui est très, très, très ambitieux. Et le réemploi va se déployer dans un certain nombre de secteurs et nous y travaillons. Donc ça, c'est tout l'axe réduction. Réduction matière, suppression des emballages inutiles, développement du réemploi sur lesquels on travaille. Ensuite, on a l'éco-conception. J'ai dit tout à l'heure, il y a 35% de résine plastique sur lesquelles on n'a pas de solution. Et donc là, le sujet pour les plastiques, ça s'appelle le monomatériau. En gros, c'est éviter les complexes. Pourquoi ? Parce que les complexes sont plus durs à recycler. Et donc, on a un mouvement qu'on est en train d'entreprendre sur la suppression des complexes pour aller de plus en plus vers les monomatériaux. De ce point de vue-là, nous avons, ce qu'on appelle des écomodulations. Donc, en fait, plus vous avez un plastique recyclable, moins vous payez Citeo. Moins il est recyclable, plus vous payez Citeo. En clair, dans notre domaine, le PET clair, qui est le mieux recyclé, va payer 2 fois moins cher que le PVC, pour lequel, dans l'emballage, on n'a pas de solution de recyclage. Donc, en fait, on a une incitation des metteurs en marché à passer à des résines qui sont les résines les plus recyclables. La substitution de matériaux, si nécessaire, en fait, il faut pouvoir passer d'une résine une autre. Et puis, globalement, limiter le nombre de résines. Aujourd'hui, on en a 5. Et c'est 5 qu'on connaît. Et donc, on n'est pas du tout contre l'innovation en matière de résine. En revanche, il faut arriver avec la solution. Parce que si on met une nouvelle résine ou un nouveau packaging sur le marché et qu'on n'a pas en place la solution ou l'idée de la solution à court terme, ça peut poser vraiment problème. Réduction, éco-conception et ensuite, bien évidemment, technologie de recyclage. Donc, je sais que ça fait partie des gros sujets de ce forum. Nous, on a jusqu'à aujourd'hui, dans le domaine du plastique, fait un usage exclusif au recyclage mécanique. Donc, on broie, on nettoie, on chauffe et on refait de la matière. Et on sait aujourd'hui que nous avons besoin de trouver pour un certain nombre de résines plastiques des solutions qui sont complémentaires, qui s'appellent du recyclage chimique ou enzymatique. Et il y a pas mal d'acteurs qui sont là aujourd'hui autour de la table. Pourquoi ? Parce qu'on veut pouvoir, si on veut créer des vraies filières de recyclage, on veut pouvoir refaire du contact alimentaire et de la boucle fermée. Vous aurez tout à l'heure Muriel Cazé qui vous parlera de ces pots de yaourt. Et on veut qu'à un moment donné, le pot de yaourt puisse refaire du pot de yaourt. Et pour ça, on a besoin de ces technologies enzymatiques, de dépolymérisation, etc., en complément du recyclage mécanique, qui reste quand même la solution numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'elle est moins chère et son impact environnemental est meilleur. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, quels sont les mécanismes qui vont permettre de développer totalement cette économie circulaire sur les plastiques. Et on sait que ça ne marche pas tout seul. Il n'y a pas une main magique du marché qui fait qu'à un moment donné, le recyclage
devient un business tellement extraordinaire que tout le monde va se précipiter dessus. Et donc, pour qu'à un moment donné, on puisse développer l'économie circulaire, donc l'intégration de matière dans les objets, alors je vais parler de l'emballage, mais dans d'autres, il faut des leviers. Et dans ces leviers, il y en a un qui est un levier réglementaire qui s'appelle l'obligation d'intégration de matières recyclées. Alors nous, on le connaît déjà dans l'emballage ménager, puisque dans les bouteilles, c'est 25% à partir de 2025 et 30% à partir de 2030, de minimum d'intégration de matières recyclées. Il faut que ça concerne aussi d'autres secteurs, parce qu'en fait, on voit bien, on le voit particulièrement aujourd'hui, quand vous avez un prix du vierge qui est bas, et je ne sais pas s'il va rester durablement bas, mais apparemment, on a quand même pas mal de pétrole, et donc du coup, on voit bien que la matière recyclée n'est pas compétitive. Malgré le fait que nous, finalement, on va venir payer la collecte et le tri, finalement, on voit que malgré ça, il n'y a pas de compétitivité de la matière recyclée par rapport à du vierge. Et donc, les obligations d'incorporation sont un élément de déclenchement de marché et de déclenchement de demande là où il n'y aura pas de demande par le prix. Après, il y en a un autre. Alors, excusez-moi, sur ce premier levier, je fais le lien avec ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est qu'elles ne sont possibles que dès lors qu'il y a des solutions de recyclage qui permettent, parce que si je dis au pot de yaourt, vous avez une obligation d'intégration de matière recyclée qu'elle ne peut pas le faire, vous la mettez dans une situation impossible. Donc c'est bien cet ensemble-là qu'il faut gérer, c'est-à-dire qu'il faut créer la filière et après vous pouvez demander aux acteurs d'intégrer de la matière parce qu'ils pourront le faire en matière de contact alimentaire. Après, il y a un autre sujet, alors moi j'appelle ça le signal prix, qui est aussi très connu. C'est que finalement, si on veut améliorer la compétitivité de la matière recyclée, il faudrait quelque part rendre le vierge un peu moins intéressant. Et là, il y a alors des dispositions que nous avons, qui s'appellent les écomodulations, et plus précisément les primes à l'intégration de matière recyclée, qui peuvent monter au-dessus de 400 € la tonne quand on intègre de la matière recyclée, en particulier si je prends l'exemple du PEHD. Donc ce sont des mécanismes incitatifs, mais qui ne suffisent pas. Alors nous, on a milité, mais j'avoue sans succès, pour que dans le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui a été décidé par l'Union européenne, le plastique soit intégré. Parce que finalement, je voudrais, moi, qu'il soit plus intéressant d'acheter une tonne de RPET ici en France que d'acheter une tonne de vierge qui a été produit. Je n'ai rien contre les Chinois, mais leur coût de l'énergie n'est pas le même, le prix est bien plus intéressant, et du coup, il n'y a aucun signal prix dans l'importation de plastique vierge. Et ça, ce sont des sujets qui sont très importants. C'est le signal prix qui fait qu'à un moment donné, on arrive quand même un peu à décorréler, ou en tout cas à rendre plus intéressant et plus attractive la matière recyclée par rapport à la matière vierge. Une fois que j'ai dit ça, imaginons qu'on ait tout réglé les sujets, il faut quand même collecter. Il faut collecter, et là, on sait qu'en France, on a le bac jaune. On arrive à collecter à peu près 60% de ces jolies petites bouteilles que vous avez ici. Et en fait, on a du mal à progresser. Et on le sait. On le sait, et on a des objectifs qui sont des objectifs de taux de recyclage des plastiques, des taux de collecte des bouteilles qu'on a fixés à horizon 2030 qui sont très élevés. Et là, je veux dire, c'est pareil. S'il n'y a pas de signal prix, s'il n'y a pas d'incitation supplémentaire, on aura du mal à avancer. Et c'est quoi les incitations supplémentaires ? Ça s'appelle la tarification incitative, qui fait que vous allez payer vos déchets d'ordures ménagères en fonction de votre consommation d'ordures ménagères. Donc c'est une incitation au tri et c'est une incitation financière, c'est appliqué par les collectivités locales. Et puis il y en a un autre qui a fait l'objet de quelques discussions en France, c'est la consigne. La consigne, c'est quoi ? C'est à la bouteille là, je vais lui attacher, quand vous allez l'acheter, vous allez payer 20 centimes d'euros de plus. Alors pas que la bouteille, vous allez prendre la canette aussi. Et les 20 centimes vont vous être restitués quand vous allez rapporter l'emballage dans un point de vente. Et je peux vous dire que le taux de collecte, des pays qui l'ont mis en place, puis on le connaît, nous on l'a connu ce système-là, il est de plus de 90%. Donc mes bouteilles là qui sont à 60%, c'est du PET, ça se recycle franchement vraiment bien. On n'arrive pas à décoller et on est en train, on avait déjà repoussé le sujet en 2019, on est en train de le repousser encore en disant non, la consigne finalement on verra ça plus tard, alors qu'on sait tous qu'on a besoin de collecter beaucoup plus.
Et la consigne pose des problèmes, hein, parce que finalement, ça change nos habitudes de consommateurs, ça change les centres de tri, ça change l'équilibre avec les collectivités locales, donc ça change. Donc il y a un nouvel équilibre à trouver. Mais on va l'avoir aussi pour le réemploi. On va mettre des consignes pour le réemploi. Hein, la consigne, c'est quoi? Je vous incite à rapporter votre emballage. Et que ce soit pour recyclage ou pour réemploi, je pense, en tout cas, que c'est un système qu'il nous faudra mettre en place si on veut vraiment accélérer et atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Et pour ce qui concerne le plastique, peut-être à un moment donné se dire, comme on a des solutions, on va peut-être arrêter les grandes postures idéologiques de il faut absolument sortir de tous les plastiques. Il y a un moment, il faut qu'on calcule l'impact ACV de ce qu'on fait. Et l'impact ACV de je passe du plastique à l'aluminium, je peux vous dire, de temps en temps, il est désastreux. Et il faut qu'on fasse attention à ça, c'est-à-dire la sortie absolue du plastique à usage unique n'est pas toujours une bonne solution environnementale. On a signé des accords de Paris. Les accords de Paris, c'est quoi? C'est la baisse des temps, enfin en tout cas la limitation de l'augmentation des températures, donc l'impact carbone. Il faut qu'on calcule ça. Voilà. Et je dis ça, ce n'est pas pour Citeo, je dis ça pour le pays. Je dis qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse attention aux positions qu'on prend et aux positions absolues qu'on peut prendre qui peuvent aller à l'encontre des objectifs environnementaux. Et je termine avec un autre sujet qui est bien évidemment tout ce qui est enfouissement, décharge, alors décharge légale et tout ce qui est décharge illégale. Donc ça, c'est vraiment un objectif. En France, on a encore à peu près 20% de nos ordures ménagères qui vont à l'enfouissement. C'est pas possible. Et moi, honnêtement, je préférais qu'on se dise, sur les plastiques, il y en a encore peut-être un petit pourcentage, 10%, qui va faire de la valorisation énergétique, donc qui est plutôt finalement une bonne utilisation des plastiques si on n'arrive pas absolument au 100%, que de conserver de l'enfouissement. Et je sais que tout ça, c'est un combat, parce que la valorisation énergétique n'est pas non plus très populaire, mais aujourd'hui, les incinérateurs permettent de produire de l'énergie, à une époque où elle est très chère, avec des solutions qui sont peut-être atteignables. Et puis le dernier point, parce que je vais revenir au premier que je vous ai montré, la slide sur laquelle on voit le désastre de ces millions de tonnes d'emballages, de plastique et d'autres déchets qui sont déversés chaque année dans les mers et dans les océans. Et du coup, nous, on milite pour une chose, c'est le développement de ces systèmes de responsabilité élargie du producteur dans le monde entier. C'est quoi la responsabilité élargie du producteur? C'est le fait que les entreprises prennent cette responsabilité, apportent un financement pérenne, structurel, dédié à une gestion de déchets qui, dans un certain nombre de pays, n'existe pas. Et nous avons participé aux discussions sur le traité plastique dans le cadre des Nations Unies. Et donc, nous avons porté avec nos collègues européens cette proposition qui, aujourd'hui, a été retenue. Pourquoi? Parce que finalement, c'est une solution vraiment structurelle. Elle n'est pas magique, elle n'est pas parfaite, mais si on veut fermer le robinet, il faut qu'on s'occupe de ces déchets, il faut qu'on s'occupe de ces plastiques. Et c'est la bonne façon de gérer, d'apporter ces financements, de mobiliser les entreprises dans un partenariat en général public-privé, c'est de l'argent du privé qui va au public, de façon à ce qu'on puisse fermer ce robinet et finalement se dire qu'on va arriver à traiter le sujet du plastique de façon intelligente, rationnelle et non pas totalement idéologique. Un grand merci Jean, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci pour votre intervention. Non, je vais vous demander de venir me rejoindre, de venir vous asseoir ici. Et puis je vais appeler tous les intervenants à la table ronde qui suit de venir me rejoindre également. Muriel, vous êtes là, effectivement. Marc, c'est bon. Parfait. Merci à tous d'être présents pour pouvoir échanger là sur ce sujet. Jean, du coup, je ne vous présente pas, vous l'avez très bien fait tout à l'heure. Muriel Cazé, donc enchanté, vous êtes délégué général de Syndifrais. Donc Syndifrais, c'est l'organisation professionnelle des fabricants de produits laitiers frais, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du lait et tout ce qui n'est pas du fromage, en gros. Donc on parle de yaourt, de crème fraîche, tout ce qui est gourmand. Voilà, parfait, ça ira très bien. Donc ça rassemble aujourd'hui 22 entreprises de toute taille, TPE, PME, multinationales, donc fabricants de yaourt, lait fermenté, fromage blanc, etc. En 2022, le marché représente entre la GMS et le RHF environ 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour environ 2 millions de tonnes de produits.
Marc Tassy, vous êtes directeur général de Elirev. Donc Elirev, c'est une filiale de Elidan qui propose, qui fait des tubes de canalisation, notamment pour le secteur de l'irrigation et du BTP. Et en fait, vous avez monté une filiale qui propose maintenant de recycler en fait ces tubes directement et de pouvoir les réinjecter en fait dans votre système de production. Denis Kans, vous êtes président de la Maison des eaux minérales naturelles. Donc la Maison des eaux minérales naturelles, c'est le syndicat qui est représentatif des minéraliers français. Donc ça représente là aussi des entreprises très diverses, PME, grands groupes, implantés partout sur le territoire. Sébastien Petit-Huguenin, vous êtes directeur général de Paprec, fondé en 1994, devenu le leader du recyclage en France. Le groupe, c'est environ 13 000 salariés, 300 sites dans 10 pays, avec un chiffre d'affaires en 2022 de 2,5 milliards, pas 5 milliards bientôt peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas pas encore. Et donc vous représentez là aujourd'hui Paprec Plastique, qui est la filière de recyclage plastique, la filiale de recyclage plastique. Vous faites du PET, PE, PP, PVC, ça représente environ 300 000 à 350 000 kilotonnes de déchets plastiques par an. 10 usines de recyclage en France, et puis vous triez le bac jaune d'un Français sur 4. Et Stéphane Ferreira, vous êtes directeur des opérations de Carbios. Et Carbios, c'est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles. En gros, c'est du recyclage chimique, dont on va parler tout à l'heure. Donc, inspiré par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d'enzymes pour déconstruire les plastiques, avec pour mission d'éviter la pollution plastique et textile. Voilà, c'est bon, je n'ai pas fait de faute, tout le monde est OK, c'est parfait. Je voudrais qu'on commence donc du coup par répondre un peu à la question effectivement de la table ronde. Donc Jean, vous l'avez un peu détourné en disant on va vers 100% de solutions. Mais quand même, si on parle un jour d'atteindre 100% de recyclage plastique, et je vais même mettre un peu plus d'ambition, c'est-à-dire en boucle fermée, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible, qui est atteignable? Est-ce qu'on n'est pas dans la science-fiction quand on dit ça? Alors, qu'est-ce qui veut peut-être répondre? Sébastien? Moi, je veux bien démarrer sur le sujet. Le sujet du plastique est vraiment extrêmement paradoxal, parce que pour nous qui sommes recycleurs de différents matériaux, on voit bien les caractéristiques des différents produits qu'on a en face de nous. Le plastique, et quand il est bien éco-conçu, c'est une des matières les plus recyclables qui soit. Je vous donne juste un exemple. Le papier, ça a à peu près 6 vies. La fibre de papier, au fur et à mesure des cycles de recyclage, va être coupée de plus en plus fine. À un moment, elle est plus suffisamment longue pour offrir les caractéristiques mécaniques, donc elle va être éjectée. 6 vies. Le plastique, c'est 20 vies. Donc le plastique, avec le plastique, on gagne 2 fois. On gagne une première fois au niveau de l'incorporation, parce que dans presque toutes les applications, on sait qu'on va alléger le cycle de vie des produits, alléger en carbone. Et donc, c'est un outil de décarbonation massive. Et quand on recycle le plastique, on pratique une deuxième décarbonation massive. Je redonne ce grand chiffre, qui est toujours un peu indicateur, mais en général, on divise par 10 les émissions de CO2 quand on remplace une tonne de plastique d'origine fossile par une tonne de matière plastique recyclée. En tout cas, pour le recyclage mécanique, la décontamination avancée qu'on peut pratiquer aujourd'hui chez les recycleurs français. On a une très belle industrie du recyclage. Et donc ce levier est absolument énorme. Et je me tourne vers Denis Kans, dont la Maison des eaux minérales a refait une ACV assez récente. C'est pas nous qui le disons. Et on voit que même avec seulement 25% de recyclés, c'est la bouteille plastique qui propose sur son cycle de vie le bilan carbone le plus optimisé, meilleur que la brique, qui est quand même un complexe, faut-il le dire. Meilleur bien évidemment que le verre, y compris dans les cas de réemploi. Et donc c'est très intéressant quand même de réaliser qu'on est au cœur du paradoxe. La matière la plus vouée aux gémonies, vous ouvrez la presse, vous avez un plastique bashing ultra intense, et pourtant un outil majeur de décarbonation dont on ne saurait se passer pour concevoir la grande société du XXIe siècle, la grande société bas carbone qu'on a besoin tous là de se rassembler pour construire. Alors ça tombe bien que vous ayez parlé de Denis, parce qu'effectivement, quand on a préparé cette conférence, vous m'avez dit, mais en fait, le 100% de plastique recyclé, nous, on le fait déjà, quoi. Alors oui, absolument. Donc, quand je regardais le titre là, de la table ronde, 100% recyclé, science-fiction ou pas, moi je dis c'est pas de la science-fiction, non. Et
Bon, c'est un sujet qui est très vaste et très compliqué, en fait, le recyclage. J'entendais encore récemment la chef environnement de l'ONU là, qui disait le recyclage ne suffira pas à éviter la pollution plastique. Je pense que c'est vrai. Mais c'est pas parce que si c'est vrai, c'est parce qu'il y a beaucoup de plastiques qui ne sont pas recyclables. Et donc, évidemment, il n'est pas question de les recycler puisqu'ils ne sont pas recyclables. Donc, ceux-là, ils vont rester dans la pollution plastique si on les maintient. Par contre, ce n'est sûrement pas une bonne raison de dire qu'il ne faut pas absolument recycler tous les plastiques qui sont recyclables. Comme vient de dire Sébastien, ça a de nombreux effets bénéfiques, à la fois sur les déchets sauvages, puisque du coup, il n'y a plus d'empreinte plastique. L'empreinte plastique, c'est quoi? C'est ce qu'on trouve dans la nature, en fait. Donc si on les recycle, qu'on les collecte et qu'on les recycle, ils ne sont plus dans la nature. Et en plus, on baisse considérablement l'empreinte carbone. Donc nous, aujourd'hui, dans le secteur des eaux en bouteille, on a une partie importante des ventes de nos adhérents qui sont en 100% PET recyclé. Toutes ces bouteilles là que vous avez sur la table, elles sont 100% en PET recyclé. Donc ce n'est pas du tout une science-fiction. En fait, le sujet, c'est qu'il faut juste le généraliser. C'est-à-dire que l'ensemble du marché deviennent comme aujourd'hui les bouteilles de Vittel ou les bouteilles d'Evian qui sont déjà en 100% recyclées. Donc ce n'est pas du tout une science-fiction pour moi, c'est au contraire une question de bon sens. Il faut absolument, quand on dit 100% recyclé, c'est un bon objectif. C'est un bon objectif, parce que ça veut dire qu'il faut enlever les plastiques non recyclables, ou en tout cas les réduire considérablement, et par contre les autres, il faut vraiment les recycler en boucle. Alors, il y a et juste ouais. 2 mots pour compléter le propos. Et là, on va sortir 2 minutes du plastique. Il y a un certain nombre de travaux d'universitaires qui sont venus démontrer qu'est-ce qui permet de construire ce qu'on appelle la croissance verte, c'est-à-dire ne pas aller vers l'épuisement des ressources fossiles qu'on a tout en maintenant un niveau de civilisation élevé. Donc je vous renvoie aux travaux d'un certain nombre d'universitaires. Il y a un très bon ouvrage que je vous conseille de François Gross là, qui synthétise une partie de ces travaux. Ils disent 2 choses. Ils disent que pour éviter de venir finir d'épuiser les ressources fossiles qu'on a, ça ne traite pas que du plastique, mais de l'ensemble des matériaux, on a 2 leviers sur lesquels on doit s'appuyer pour être capable de faire ça. Le premier levier, c'est d'être sur des taux de croissance, de consommation de ces matières fossiles qui sont inférieurs à 1% par an. Ce n'est pas zéro, ce n'est pas de la décroissance, c'est de la croissance, une croissance raisonnée, raisonnable, on trouve le mot qu'on veut. Sur 100 ans, c'est quand même x2, donc on parle d'une croissance qui est importante. Et le deuxième levier, c'est de recycler massivement les déchets avec des taux d'incorporation qui sont, ça peut varier d'un matériau à l'autre, ciblés de l'ordre de 80%. À condition de se reposer sur ces 2 leviers essentiels, c'est possible d'imaginer avoir une croissance verte et avoir une société qui durablement est en capacité de garder le niveau de développement qu'on a. Si on dépasse le 1% par an, très très vite, on rentre dans le mur en fait, on n'est pas capable de soutenir le rythme de croissance dont on parle. Et si on ne recycle pas massivement, à nouveau, on rentre très très vite dans le mur. Et donc c'est très intéressant parce que, et j'arrête là, le sujet du recyclage, ce n'est pas une option. C'est pas un truc, on peut se dire, bon bah écoutez, ça va bien, la conférence est finie, je passe à autre chose. C'est une obligation. C'est même pas une obligation pour nous, c'est une obligation pour la terre qu'on va léguer à nos enfants. Donc si on s'en occupe pas, le sujet, lui, il va s'occuper de nous. Voilà. Et ça, c'est encore une fois, c'est de la même façon qu'il y a le GIEC, un certain nombre de scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc c'est important de bien en prendre conscience. C'est des sujets qui sont tellement structurants qu'en fait, on ne peut pas les écarter. Ils finissent, on les chasse par la porte, ils rentrent tout de suite par la fenêtre. En sachant, on le verra aussi, qu'il y a une donnée économique en fait là-dedans qui est quand même aussi extrêmement importante à prendre en compte. Là, les groupes dont vous avez parlé, par exemple, Vittel peut se permettre de faire du 100% recyclé, mais pour des plus petites entreprises, ce n'est pas forcément le cas, notamment à cause du prix du vierge. Mais on y reviendra tout à l'heure. Juste pour pouvoir parler aussi de justement ces plastiques qui ne sont pas recyclables que vous avez évoqués tout à l'heure, Denis. Finalement, jusqu'où on peut aller dans la réduction de ces plastiques? On parle principalement, on l'a dit tout à l'heure, de matériaux composites ou alors voilà. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui construire des filières? Alors déjà, comment est-ce qu'on peut les réduire? Est-ce qu'on peut les réduire et jusqu'où? Et puis comment est-ce qu'on peut construire des filières aussi pour pouvoir peut-être un jour essayer ou arriver à les recycler? Oui, on peut. Bon, je sais pas, je vais donner un exemple, par exemple, qui est la vente de vin dans un bag-in-box, vous savez, la poche. Donc oui, après, la poche, c'est un complexe, souvent. C'est un complexe aluminium, PE ou PET,
je ne sais plus. En tout cas, c'est un complexe. Donc, au niveau du recyclage, pas terrible. Et en fait, grâce aux travaux d'éco-conception, on sait faire aujourd'hui une poche qui est mono-PE, donc mono-matériaux. Donc, on peut... De toute façon, je vais vous dire, tout ce qui n'aura pas de filière de recyclage d'ici à 2030 sera sorti du marché. En fait, c'est la législation européenne et en fait, à un moment donné, on dira, soit vous avez une filière de recyclage, vous pouvez exister, soit vous n'en avez pas. Et à ce moment-là, vous sortez du marché. Donc, oui, bien sûr, on peut... Alors, OK, il y a des sujets du style une pompe sur une chose de shampoing, etc. Après, il y a des sujets, il y a un ressort dans la pompe. Donc, on voit bien qu'on descend après au sujet de l'emballage lui-même pour arriver, ou un bouchon de silicone sur une bouteille en PET. Enfin, des choses qui viennent perturber le recyclage. Sébastien peut très bien en parler. Mais oui, on peut. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on a ce système, ce qu'on appelle des éco-modulations, avec un truc qui s'appelle des bonus et des malus, pour inciter les entreprises à aller vers des choses qui sont plus vertueuses. Alors les grandes entreprises souvent sont très sensibles à ça. On arrive à les toucher, on voit bien qu'elles sont... les PME parfois, on voit bien que le sujet de l'emballage, ce n'est pas leur premier sujet. Et il faut arriver à les toucher, à les convaincre, à leur dire oui c'est important, etc. Parce que parfois eux-mêmes achètent leurs emballages à quelqu'un d'autre. Et donc on a tout ce sujet-là d'embarquer les entreprises dans leur totalité sur le sujet de l'éco-conception. D'ailleurs, ça tombe bien. Alors, vous vouliez peut-être réagir, je vois bouger. Merci. En fait, en complément de la collecte et de la filière, il y a également la technologie. Et par rapport à la question que vous posiez initialement sur est-ce que parler de 100% de recyclé, c'est de la science-fiction ou pas, ça tombe bien, c'est à peu près notre métier. Alors, le métier de Carbios, c'est en fait un métier de biologiste. Et c'est la rencontre entre des biologistes et des gens de la plasturgie, des polyméristes, qui ont réussi à inventer une technologie qui permet de dépolymériser, donc de casser le plastique dans ses composants de base, dans les monomères de base, pour pouvoir les réinjecter ultérieurement pour refaire du plastique vierge. Alors ça offre plusieurs perspectives par rapport notamment à ce type de plastique qu'on a à l'écran. C'est que ça va permettre de traiter une grande diversité de gisements. En fait, on a des plastiques que l'on sait bien traiter aujourd'hui, qui sont les plastiques transparents, comme ce que nous avons sur la table. Il y a d'autres types de plastiques qui sont plus complexes, qu'on a du mal à traiter. On va avoir du plastique coloré. On va avoir des plastiques qui viennent également du textile. Par rapport au PET, le polyéthylène terephthalate, 60% du marché du plastique est à l'utilisation textile. Et en fait, les nouvelles technologies, en complément de la filière, sont des éléments clés pour permettre une plus grande recyclabilité tout au long de la chaîne. Alors on reviendra plus spécifiquement sur les technologies dans un deuxième temps pour pouvoir aller un peu plus en profondeur sur ce sujet-là. Mais effectivement, c'était intéressant de pouvoir voir que il y a des solutions aussi qui sont en train de se créer pour que plus tard on puisse y arriver. Muriel Cazé, vous avez donc travaillé avec la filière sur notamment les polystyrènes, puisqu'en fait les pots de confiture, les pots de yaourt sont faits en polystyrène, et il n'y avait pas de filière en fait jusqu'à présent. Pourtant, moi en tout cas je les collectais, donc il y avait une collecte. Comment est-ce que vous avez réussi? Alors je sais que là maintenant vous êtes en train d'y arriver, qu'il y a des solutions qui sont en train de se dessiner. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques perspectives là-dessus et puis qu'on arrive à comprendre comment une filière se crée en fait? Oui, tout à fait. Je reviens sur ce que Jean disait tout à l'heure, à savoir que notre objectif vraiment à tous, et particulièrement dans le secteur des produits laitiers frais, c'est vraiment de réduire l'impact environnemental des emballages que l'on va mettre sur le marché. Et pour nous, c'est poser un véritable challenge. Le challenge en fait du pot de yaourt en polystyrène, puisque c'est 70% aujourd'hui des emballages en plastique qui sont mis sur le marché. On n'avait pas de filière. En tous les cas, on avait une filière peu développée. C'était une filière en boucle ouverte, donc avec des applications en retour matériaux qui n'étaient pas suffisamment valorisés. Et donc, on a eu un petit coup de pression, il faut le dire, réglementaire, et Jean l'évoquait aussi, et je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie à un moment donné d'avoir un petit coup de boost de nos politiques pour pouvoir bousculer un peu nos habitudes. Mais on a eu en fait un peu cette injonction de se dire si d'ici 2 ans nous n'avons pas de filière de recyclage, il faut envisager une autre solution.
Et là, on a réfléchi différemment. Ce n'était pas du tout dans notre philosophie, puisque les entreprises étaient habituées à travailler plutôt en silo, mais on s'est dit, on a un enjeu de taille, on a un délai qui est relativement court, il faut travailler ensemble. Et il ne faut pas travailler qu'avec le secteur des produits laitiers frais, mais il faut aller aussi chercher les autres filières qui utilisent les mêmes types d'emballage. Donc on est allé voir les metteurs en marché sur la compote, sur la viande, la volaille. Et surtout, on s'est adressé à Citeo qui avait cette véritable légitimité à fédérer l'ensemble de ces metteurs en marché. On s'est donné un pari, on s'est dit d'ici un an, il faut qu'on sache si oui ou non on doit changer de matériaux. Et on a travaillé. Ça a été un travail extraordinaire. Je crois qu'on a développé une énergie assez incroyable qui a servi de modèle après à d'autres consortiums. Donc on a créé le consortium PS25. Et quelques mois après, on avait notre réponse, puisqu'on avait un peu coché toutes les cases. On s'est dit oui, on peut y arriver. Et donc ça a été le go donné à la filière de recyclage du PS avec cet objectif qui était primordial pour nous, qui était de pouvoir faire une boucle fermée et donc revenir au contact alimentaire, c'est-à-dire refaire du pot de yaourt avec du pot de yaourt. Donc les avancées aujourd'hui, elles sont très concrètes. Citeo a lancé des appels d'offres, Citeo a retenu 2 recycleurs, un recycleur en Espagne, Slava, un recycleur aussi qui est en train de finaliser son usine à Anvers, avec justement cette boucle en recyclage chimique qui va permettre de refaire du pot de yaourt avec du pot de yaourt. Alors voilà, justement, ma question c'était quelle technologie, donc vous y avez répondu, c'est effectivement du recyclage chimique. Alors il y a les deux technologies, il y a la technologie mécanique, mais aujourd'hui on est plutôt en boucle ouverte. Il faut savoir qu'il y a des opérateurs qui travaillent aujourd'hui justement à cette boucle fermée. La réglementation a évolué. Certains ont déposé des dossiers au niveau de l'EFSA pour faire ce qui se fait aujourd'hui au niveau en fait, de la bouteille PET. Voilà, on n'y est pas encore. Et en tous les cas, la valeur sûre, c'est aujourd'hui le chimique avec ce retour au contact alimentaire puisqu'on va revenir au monomère. Et les échéances, si on peut se projeter un peu dans l'avenir sur quelques échéances sur cette filière. Alors les échéances, elles sont très claires. L'usine Eslava fonctionne déjà, elle est opérationnelle. Et quant à l'usine à Anvers, l'usine Indaver, elle est annoncée pour 2024, donc on aura une filière opérationnelle en 2025 et on répondra ainsi à la réglementation qui, pour les pots de yaourt, est un petit peu plus serrée puisqu'elle nous oblige à avoir une filière de recyclage de notre matériau en 2025. Merci. Alors Marc, vous avez eu un peu la même démarche, mais finalement à l'intérieur même de votre groupe. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu du coup la démarche qui a été mise en place et puis comment est-ce que vous y êtes pris? Oui, alors de façon très simple, on est issu d'un groupe qui est Idan, qui fabrique des tubes, extrudeurs de tubes français, qui appartient à une seule personne. Et notre président donc, a cette volonté déjà depuis quelques années d'intégrer des matières régénérées dans nos produits. De plus, nos clients étaient demandeurs de solutions pour récupérer leurs déchets. Et la mise en place de REP de la REP pour les bâtiments dont on parlait tout à l'heure, enfin, c'était pas celle du bâtiment, mais là en l'occurrence la REP du bâtiment qui ne touche à aujourd'hui que le bâtiment, mais bientôt probablement aussi les travaux publics, nous a incité à proposer, à intégrer cette solution de régénération de matière. Donc en fait aujourd'hui on propose une solution qui est locale pour l'instant et qu'on va développer sur toute la France, de récupération de tout ce qui est déchets de chantier, donc de tubes, puisqu'on fabrique du tube et on est vraiment en boucle fermée, du coup on va récupérer du tube pour refabriquer de la matière, pour refabriquer du tube. Voilà, vraiment quelque chose de circulaire et de local. Et donc ça, c'est, ce qui était intéressant, je trouve, dans votre démarche, c'est le fait d'avoir dit, en fait, on va intégrer nous-mêmes dans notre entreprise ce recyclage. Oui, parce que ce sont des produits assez particuliers dans le sens où ils demandent quand même une qualité de produit assez pointue pour pouvoir réextruder un tube sans avoir de problème en termes de matériel, de temps d'extrusion, etc. Parce qu'il y a quand même un problème d'économie derrière. On trouvait des produits sur le marché qui n'avaient pas forcément une qualité suffisante requise et surtout pas forcément constante. Donc on s'est dit, si on repart d'un tube pour refaire un tube, on a de fortes chances
d'être proche de ce qu'on recherche. Et en plus, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tous les déchets de chantier partaient pratiquement tous à l'enfouissement, ce qui était juste improbable. Nous, en tant que fabricants et extrudeurs de tubes, on disait à nos clients, nos produits sont recyclables. Bien. Et maintenant, une fois qu'on a dit qu'ils sont recyclables, l'étape d'après, c'était de montrer qu'on les recyclait aussi. Sébastien, du coup, on a parlé tout à l'heure de l'éco-conception. Je crois même que vous en avez touché un mot, si ma mémoire est bonne, au début de la table ronde. Comment est-ce que vous travaillez, vous, en bas de la chaîne de valeur, avec les gens du haut de la chaîne de valeur, avec les producteurs, etc. Est-ce qu'il y a un dialogue qui se fait en disant, voilà, nous, on est recycleurs et en fait, on a besoin d'avoir ça pour pouvoir recycler correctement et trouver des débouchés, etc. etc. Alors je vais lui faire un petit coup de pub, mais on a créé un département éco-conception chez Paprec il y a maintenant 1 an et demi, là, à l'initiative de Sophie Sicard qui est parmi nous. Là, il y a Thomas Etienne qui est un ancien aussi de Citeo et de Valeur Place qui nous a rejoint pour monter ça. Donc l'objectif de Paprec, c'est vraiment de collaborer, puisqu'on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait un certain nombre de produits dont l'éco-conception était défaillante. Et finalement, quand on est arrivé là, on a alors, je suis pas prêt qu'on fait aussi de la valorisation énergétique, donc c'est pas complètement perdu. Mais la valorisation énergétique, c'est un cycle. Donc on va capter l'énergie, il faut la capter le mieux possible et c'est intéressant. Mais c'est bien évidemment en termes d'économie, par rapport au fait d'éviter des émissions, c'est beaucoup moins intéressant que le recyclage dans lequel on rentre dans de très nombreux cycles. Donc on a cette volonté d'aller vers les clients pour faire ce travail d'éco-conception. Il y a un travail qui a été aussi développé chez Citeo, qui est important sur le sujet. Il y a des barèmes qui poussent à l'éco-conception. Ils pourraient peut-être être un peu plus importants, parce qu'aujourd'hui, on comprend bien que le point vert, c'est un petit bout de la valeur d'un produit qui lui-même, l'emballage est un petit bout de la valeur du produit mis en marché. Donc un petit bout d'un petit bout, même quand ça fait un gros pourcentage, à la fin, c'est pas toujours le truc qui fait basculer la consommation. Donc à la taille du point vert, c'est énorme. À la taille de la mise en marché, de ce qui se passe à la fin, le levier est parfois assez nettement insuffisant. Donc nous, on travaille plutôt sur la pédagogie et l'accompagnement technique. Donc il y a un travail qui est encore énorme à faire sur ce sujet-là. Mais je vais remettre quand même en perspective, il y a des perspectives, on voit qu'elles sont importantes, mais il y a un quotidien pour nous qui est quand même très difficile. Aujourd'hui, la production en 2022, et je pense malheureusement que les chiffres 2023 seront encore bien moins bons, c'est moins 6% de production pour les usines françaises qui font du recyclage de matières plastiques. En 22, c'était déjà moins 10% en termes de consommation globale, et en particulier moins 10%, alors que ça faisait plusieurs années qu'on était en progression sur le marché français. Et donc, il faut quand même bien imaginer qu'aujourd'hui, on est dans un métier un peu schizophrène, c'est-à-dire tout le monde dit il faut du recyclé, y compris dans les applications type grade alimentaire, etc. Mais la réalité de maintenant, c'est que la demande a baissé drastiquement. En 22 déjà, de façon significative. En 23, ça va être, on n'a pas encore les chiffres 23, mais on sait que ça va être beaucoup, beaucoup plus grave que ce dont on est en train de se parler. Et avec un arbitrage qui est réalisé sur des raisons économiques qu'on comprend très bien. Moi, j'ai de la matière vierge pas chère, donc j'achetais du recyclé. Le recyclé est plus cher que le vierge, donc j'achète du vierge, j'achète de la matière fossile, je devrais dire. Voilà, et puis on verra. On verra 2025, on verra les obligations d'incorporation, etc. Donc je posais la question à la salle, sommes-nous une industrie suicidaire? Là, je voudrais que chacun d'entre vous, là, vous preniez un petit instant pour vous poser la question. Est-ce qu'à 20% de taux d'incorporation, on va achever la partie du développement qu'on a qui vise à fournir ces matières issues du recyclage? Donc, je pense que le contenu de la table ronde est assez unanime pour dire qu'elles sont appelées et nécessaires. Est-ce qu'on va achever le bout d'industrie? Il y a des usines qui ferment en Europe. Je parle d'un concurrent qui a des leaders mondiaux des métiers de l'environnement. On a grandi à l'ombre de Suez et de Veolia. Donc, si je vous dis qu'ils sont rouges, vous allez trouver lequel des deux c'est. Qui a fermé une usine à Rostock en Allemagne là, il y a quelques mois. Donc je ne suis pas la Cassandre, je vous parle d'une réalité de marché aujourd'hui. Pour nous, c'est plusieurs millions d'euros de pertes dans ces activités-là. Donc je pense qu'on a besoin quand même collectivement de s'élever en se disant les obligations d'incorporation, c'est 25, c'est demain. Est-ce que vraiment ces arbitrages très court terme qui sont faits au moment où on se parle, on comprend très bien, le motif économique est clair. Est-ce que vraiment c'est ça ce qu'il faut faire
pour développer ces filières dont on a besoin demain. Moi, je pose la question, en tout cas, ça m'interroge. Et je pense qu'il faut qu'on se pose la question collectivement pour trouver des réponses. Alors, Denis ? Oui, moi je voudrais intervenir parce que je pense que quand on parle de réduire l'empreinte plastique, ça veut évidemment dire réduire l'empreinte plastique sans carboner, hein, donc c'est pas tout simple. Et je pense que la méthodologie utilisée, c'est-à-dire les fameux 3 R dont Jean a parlé là, pour réduire l'empreinte plastique, on a effectivement la réduction, donc des emballages non recyclables, hein, ou l'éco-conception, ça va ensemble. Ensuite, on a la collecte et le recyclage des emballages recyclables, parce que ça va permettre de réduire l'empreinte plastique sans carboner. Et ensuite, on a éventuellement le réemploi, hein, avec soit un plastique, soit un autre matériau, d'ailleurs, pas forcément un plastique. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le réemploi, il est intéressant si, de nouveau, on ne carbone pas plus et on n'utilise pas plus de ressources fossiles, parce que sinon, ce n'est pas une bonne solution. Mais bon, en tout cas, les 3 R, normalement, fonctionnent. Bon, nous, je le disais tout à l'heure, la bouteille 100% RPET, c'est un excellent exemple d'un emballage 100% circulaire. Il faut juste le généraliser. Alors ensuite, par rapport aux problématiques que citait Sébastien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, toutes les bouteilles ne sont pas en 100% RPET? La première raison, c'est que le gisement n'est pas suffisant. Hein, et on le disait tout à l'heure, on ramasse que 60% des bouteilles en France. Alors, dans d'autres pays, on est à 90% parce qu'on a une consigne. Nous, on n'a que 60%. Donc il y a une offre qui est trop faible. Et ensuite, il y a une demande pour le recyclage. Et je pense que c'est un point super important aussi. Ce que disait quand même Sébastien Petit-Huguenin, c'est que en fait, aujourd'hui, il y a aussi, c'est pas une question de gisement, en fait, c'est vraiment une question de coût, en fait. Alors, le coût du vierge, on ne pourra pas, personne ne sait comment faire changer le coût du vierge. Hein, donc, malheureusement, effectivement, si le coût du vierge reste très attractif, ça motivera certaines entreprises pour rester au vierge. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut augmenter le gisement pour augmenter l'offre. Et deuxièmement, il faut rester en boucle fermée. Parce que si on ne reste pas en boucle fermée, d'ailleurs, recyclage, au sens littéral du terme, ça veut dire retransformer un objet en un objet identique. Donc ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du PET recyclé, c'est qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs qui ne sont pas des embouteilleurs, mais qui achètent le RPET qui vient des bouteilles, pour faire du parce qu'ils ont plus de moyens, ils ont plus de valeur ajoutée, plus de marge, et du coup, il n'y en a plus assez pour les bouteilles en boucle fermée. Donc pour moi, c'est super important parce que sinon, si on n'est pas en boucle fermée, on fait ce qu'on appelle du décyclage, c'est-à-dire qu'on recycle en un objet qui finalement ne sera jamais recyclé. Et donc, ce n'est pas du tout bon pour l'environnement. Hein. Donc pour moi, les mécanismes de marché, le vierge, on ne saura jamais le contrôler. Par contre, le gisement, on peut le contrôler. Et la boucle fermée, on peut le contrôler aussi. Mais juste pour redonner les grands chiffres, hein, les 25% de RPET obligatoires dans les emballages de boissons, pour l'Europe, ça représente à peu près 800 000 tonnes de besoins. Aujourd'hui, la capacité installée des recycleurs de PET en Europe, c'est 2,1 millions de tonnes. Donc j'ai envie de dire, même pas peur. Et même si c'était 50%, encore même pas peur. Si c'est 90 ou 100%, on aura besoin de compléments. Et c'est pour ça que les initiatives autour du recyclage chimique sont tout à fait intéressantes, parce qu'elles permettront de venir compléter, traiter des gisements qui sont plus difficiles, et donc ça a beaucoup de sens. Mais je veux dire, aujourd'hui, la capacité, on l'a. Il y a besoin d'aller chercher plus de volume dans le feedstock en amont, mais à nouveau, c'est pas les 25% qui font peur. On sait répondre à ça dès aujourd'hui. Alors, Jean, juste pour terminer sur ce sujet-là, puis après, il faut qu'on avance sur la... Oui, on a quand même un sujet, effectivement, c'est arriver à battre le prix du... T'as raison, il ne faut pas appeler ça du vierge, c'est trop beau, mais du fossile. Et qu'on voit bien qu'on a un sujet, de toute façon, d'arriver à mettre un prix sur l'impact carbone du fossile, voilà, qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors nous, on a dans les éco-modulations, mais je trouve que c'est un sujet de société d'ailleurs. Hein. C'est que, et on le voit bien aujourd'hui, c'est compliqué parce que ça veut dire que le prix des choses sera supérieur, mais qu'en même temps, on est dans un contexte d'hyperinflation dans lequel, si vous allez expliquer ça au ministère de l'économie, il vous dit non, il faut baisser les prix. Et en fait, on a un sujet comme si la transition environnementale était un truc absolument sans coût.
Le recyclage, on l'a dit tout à l'heure, hein, si c'était un bon business, franchement, ça se saurait. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc où il faut... c'est un coût. C'est un coût pour les entreprises. C'est un coût, enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est un coût qu'il faut supporter. Mais si on n'accepte pas de le supporter, bah oui, ok, on va continuer à utiliser de la matière fossile à l'autre bout de la planète. Et c'est compliqué. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué. On a vu les gilets jaunes, etc. Je voudrais remettre en relief ce que tu dis. C'est-à-dire aujourd'hui, 2,5 tonnes de CO2 économisées à 100 € la tonne. On est en train de parler pour une tonne de PET, par exemple. La taxe carbone à 100 €, ça fait du coup 250 € tonne de compétitivité prix en plus. C'est beaucoup plus que l'écart qu'on a aujourd'hui entre le recyclé et le vierge. Donc si, ne serait-ce qu'on appliquait le montant actuel des ETS, en fait, le recyclé serait déjà compétitif. Et je ne parle pas d'une tonne de carbone à 200 ou à 250 € la tonne. Je parle de la valeur actuelle. Juste si on peut finir, voilà. Bon, après, il restera qu'on a un sujet de collecte. C'est sûr que là, c'est un peu... Enfin, on marche sur la tête qu'à un moment donné de se dire on peut atteindre 100% là-dessus, là. Et franchement, et on ne le fait pas. Voilà. Et ça j'avoue que ça me contrarie pour mon pays. Parce que finalement, il y a un moment donné, on peut collecter 95, 96, 97, 98% de ces objets. Et pour moi, par ailleurs, c'est insupportable d'en retrouver une dans la nature. Et qu'à un moment donné, de se dire des systèmes intelligents de consignes, etc., sont capables de nous permettre, elle ne restera pas 10 secondes dehors s'il y a 20 centimes accrochés. D'ailleurs, les 40%, c'est un autre sujet, mais s'il vous plaît. Oui, il va me répondre s'il n'est pas d'accord avec moi. Je suis d'accord sur le fait que les systèmes de consignes, ça marche très bien. Mais quand bien même, sur les 450 000 tonnes de PET qui sont mises en marché, on serait à 100% de taux de recyclage. On peut dire à Jean, et je le rejoins tout à fait sur le fait qu'on peut être à 90, à 92. À côté, il y a 800 000 tonnes d'autres emballages sur lesquels on n'aura pas progressé. Et donc, contrairement à la vision qui dit la consigne va tout régler, il va falloir qu'à côté, on soit capable de monter en puissance sur les autres matériaux et pas uniquement les plastiques, parce que les plastiques c'est essentiel, mais il faut recycler le carton, l'alu, etc. Et c'est pour ça que nous-mêmes on pense que la consigne c'est la fausse bonne idée par excellence, puisque le sujet auquel on doit répondre, c'est pas juste l'incorporation sur la bouteille, parce que ça c'est déjà acté et ça arrive, c'est l'incorporation sur les autres matériaux, et ça prendra pas 5 ans avant qu'on ait le droit à une réglementation là-dessus. Je voudrais vraiment quand même qu'on puisse faire réagir un peu tout le monde et qu'on puisse avancer sur les sujets, que ça ne se résume pas à un débat, parce que sinon on va pas pouvoir y arriver, on a plein de sujets encore à aborder. Muriel, moi je voudrais juste vous poser une question peut-être aussi sur, finalement vous avez décidé de continuer à utiliser du plastique, du polystyrène pour ces pots, et pourquoi vous vous êtes pas dit à un moment donné, bon ben on passe tout en PET, ou alors on fait du verre comme certains le font déjà. Quels ont été les arbitrages là en fait ? Alors déjà, la grande particularité dans notre secteur, c'est qu'on a une grande diversité de produits et on utilise déjà beaucoup d'emballages. Mais majoritairement, on utilise donc le plastique parce qu'on a un procédé particulier que l'on appelle FFS, c'est-à-dire qu'on va fabriquer nous-mêmes l'emballage, on va le thermoformer sur une ligne, ensuite on va le remplir et on va le sceller. Et cette technologie-là est très particulière, elle permet de répondre aussi à une demande du consommateur. On est des très très gros consommateurs et donc il faut des lignes qui puissent avoir des cadences de 40 000, 60 000 pots heure pour répondre en fait à cette demande de la grande distribution, puisque majoritairement nos produits sont vendus en grande distribution. Quand on a eu ces échanges dans le cadre de la loi climat, on s'est interrogé sur les alternatives plastiques que l'on pourrait utiliser déjà, parce que le polystyrène était un petit peu montré du doigt. On a regardé le PET, puisque c'était en fait le matériau le plus éligible. Il se trouve que le PET, en termes de poids, c'était 30% en plus de matière plastique. Je passe le volet CAPEX qui était totalement en fait délirant pour nos entreprises. Il faut savoir qu'on a des grands groupes privés, mais on a aussi des coopératives, on a des PME. Donc il faut quand même aujourd'hui pouvoir répondre à des solutions qui puissent être adaptables à tous les profils des entreprises. Et donc le PP, c'est un matériau particulier, mais qui ne rentre pas, en fait, qui ne peut pas intégrer nos lignes FFS. Et sur les autres matériaux, le verre, c'est 20 fois plus en termes de poids. Avec le PS, on a un pot qui est hyper allégé, c'est 5 grammes. Un pot en verre, c'est 80 grammes. Donc on voit tout de suite l'impact carbone que ça peut engendrer. Et comme je le disais tout à l'heure, ça doit être notre fil rouge, cet impact carbone. C'est hyper important. Après, on ne s'interdit pas. Et nous, c'est vraiment ce travail et cette philosophie que l'on a de se dire il faut étudier toutes les solutions. Et donc, on ouvre les portes. Il y en a certaines qu'on ferme. Par exemple, celle du PET, on l'a fermée parce que
trop de plastique. En tous les cas, on surchargeait notre empreinte plastique parce qu'on n'avait pas la sécabilité, qui est une des propriétés aussi de ce matériau, parce qu'on ne pouvait pas remplir à chaud, enfin voilà, pour plusieurs raisons. Mais on évoquait le réemploi, par exemple. Donc le réemploi, on y travaille aussi. On a développé une feuille de route, la feuille de route 3R aussi. On a été volontaire pour faire ce travail-là. On a défini 14 engagements sur les 3 R que l'on connaît par cœur. La réduction, comme je l'évoquais, on a vraiment des pots hyper allégés, mais on se dit on peut encore réduire, on peut mettre du PS allégé en fait, dans nos pots, ce qui existe déjà, pour diminuer un peu la densité et donc le poids sur le marché. On a travaillé bien sûr sur le volet recyclage. On évoquait l'éco-conception tout à l'heure. Ça va être un gros chantier dans les années à venir, puisque maintenant, on connaît les technologies de recyclage, donc on va pouvoir vraiment identifier quels vont être les besoins. On a les recommandations du COTREP, on n'a pas évoqué le COTREP, mais c'est quand même un organisme en fait, d'experts qui est là pour donner des recommandations en termes d'éco-conception de nos emballages, donc ça c'est important. Et puis le réemploi, c'est vraiment quelque chose de nouveau, avec beaucoup de questionnements, parce qu'il y a le volet sanitaire. Nous, on doit absolument garantir une sécurité sanitaire à nos entreprises. Il y a le volet empreinte carbone, comme on le disait aussi. Et puis, il y a l'évolution des modèles. Et il ne faudrait pas oublier le consommateur dans toutes ces réflexions en fait, que l'on mène. Parce que ce volet acceptabilité du consommateur, il doit absolument être intégré dans la logique que l'on veut mettre en place. J'arrête, Pascal. Marc, du coup, un peu la même question, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à partir sur du recyclage et pas à faire du réemploi, parce que finalement, les tubes, quand vous les récupérez, j'imagine qu'ils ne sont pas en si mauvais état que ça. Alors, c'est pas... Si, vous en avez dans tous les étapes, parce qu'on fait de la récupération de déconstruction, comme de la récupération de chantier, mais un tube, quand il rentre dans un chantier, vous n'avez plus le tube entier, c'est des petits morceaux. Donc la récupération, la réutilisation de ce type de produit est assez difficile. Donc, par contre, ce qui avait été constaté, c'était le nombre, le volume de ces produits qui partaient effectivement en enfouissement, qui était juste improbable. Pour nous, ce déchet, ça n'était pas un problème, mais c'était plutôt une solution. D'autant qu'on s'est fixé des taux d'intégration sur ces produits assez importants. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on a le même problème que tout le monde vis-à-vis du contact alimentaire, notamment pour les tubes eau, pour les tubes gaz, c'est pas alimentaire, mais c'est du gaz, c'est dangereux. Donc on va déclasser quand même ces matières pour les réutiliser sur des produits qui n'ont pas ce besoin de sécurité ou ce besoin de contact alimentaire. Sur les technologies maintenant, donc on y vient finalement sur les technologies du recyclage et notamment le recyclage chimique. Aujourd'hui, il occupe quelle place? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on sait à peu près ce que vous recyclez? Et puis qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain? Quelles sont les perspectives en fait d'évolution de cette méthode? Alors sur les recyclages chimiques aujourd'hui, c'est encore des industries naissantes qui viennent s'intégrer en complément de systèmes de recyclage qui existent, qui ont fait leurs preuves, qui sont robustes et qui ont une bonne performance économique lorsque le marché est porteur. Par rapport au recyclage chimique, je parlais en particulier de la technologie de Carbios, cela permet réellement d'adresser des nouveaux gisements qui ne sont pas adressés aujourd'hui. On a aujourd'hui un recyclage qui est bien effectué sur des produits clairs, merci, transparents. C'est vrai qu'il y a tout un gisement aujourd'hui de plastique qui existe dans notre consommation, qui existe dans différents types de produits, qui peuvent être potentiellement des plastiques à recycler, mais pour ça il faut la filière, il faut la collecte et également il faut la technologie. Les technologies de dépolymérisation de Carbios, donc c'est à partir de la biologie, sont des technologies à l'eau en l'absence de solvants organiques. Ça fonctionne à basse température. Alors, pour un chimiste, basse température, 60-70 degrés, ce n'est pas la température pour faire cuire des nouilles. Ce sont des températures froides, sans solvant, à l'eau, et qui permettent réellement de reconstituer les monomères de base. Ça, c'est très important d'un point de vue chimique, parce qu'en recréant les monomères de base, on va recréer toutes les propriétés intrinsèques du plastique originel, du fameux plastique pétrosourcé.
Ce qui fait qu'au niveau des éléments de foot contact, de régulation, de transparence du produit, de résistance mécanique, d'effet optique, on a vraiment des plastiques neufs, des plastiques vierges. Donc ça, c'est l'élément qui est important. L'autre point également par rapport au fil rouge du carbone, c'est que ces technologies basse température à l'eau sont également des technologies qui permettent de réduire les empreintes carbone par rapport à des fossiles, par rapport à des pétrosourcés. Donc c'est vraiment des technologies qui permettent d'aller plus loin dans la réflexion de la circularité en adressant d'autres matériaux. Vous, aujourd'hui, vous travaillez sur quels matériaux et puis avec quelle filière ? Alors, le matériau, on travaille aujourd'hui sur 2 technologies pour 2 plastiques différents. Il y a une technologie de biodégradation pour un plastique qui est le PLA, principalement sur usage alimentaire. Une autre technologie qui est la circularité du PET, polyéthylène terephthalate, qui a beaucoup d'utilisation et en alimentaire et également dans les textiles, et qu'on va trouver dans des tas d'applications. Aujourd'hui, sur le concept de filière et de loupe, on a bien sûr les gens du packaging et de l'industrie alimentaire avec qui on travaille. Donc on a des consortiums établis avec Nestlé, par exemple, PepsiCo, Suntory pour les marques Schweppes et Orangina pour l'Europe ou L'Oréal pour la cosmétique. On a également des consortiums dans le textile avec des marques. On a cherché une diversité d'applications, soit dans les vêtements techniques, soit dans la chaussure, soit dans le mainstream. Donc on a des gens comme Patagonia, très impliqués au niveau de tout ce qui est circularité, Puma, On Running, Salomon, plus proche de chez nous. Donc, enfin, une grande diversité de marques avec qui on travaille et qui nous aident à progresser dans la technologie pour avoir une boucle fermée par industrie. Et ça, on y croit vraiment. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes dans le domaine de l'automobile, par exemple, en système fermé. On a des domaines qui arrivent dans l'informatique également. Donc, on voit beaucoup de questions dans le plastique, dans les gens de la plasturgie des composites, qui s'interrogent sur leur boucle demain de recyclabilité. Vous êtes d'accord pour dire que ça vient tout de même en complément du coup du recyclage, comment dire, mécanique, merci. Ça doit venir en complément du recyclage mécanique quand c'est pas possible. Exactement. Le recyclage mécanique, déjà aujourd'hui, il y a la capacité qui est installée qu'il faut qu'on utilise, parce qu'il y a quand même une vision carbone là-dedans. On ne va pas créer une nouvelle technologie pour remplacer quelque chose qui existe et qui marche bien. Ce qui marche bien, il faut qu'on l'optimise. C'est en complément en termes de nouvelles technologies par rapport à des nouveaux gisements qui sont peu ou pas traités aujourd'hui. Sébastien Petit-Huguenin, peut-être là aussi sur les technologies, sur l'automatisation par exemple, comment est-ce que vous avancez chez Paprec ? Alors moi je crois beaucoup à la complémentarité dans les modes de traitement. Alors pour la petite histoire, c'est assez drôle parce que il y a quelques années, c'était de la paillette. Alors pas du granulé, mais de la paillette, donc notre coproduit intermédiaire qui avait servi à faire un certain nombre des tests qui avaient été faits chez Carbios. Donc si vous voulez une illustration parmi tant d'autres, le recyclage chimique, c'est un truc dans lequel on amène des balles de déchets plastiques en mélange qui sait en faire quelque chose. On est devant un concentré d'un polymère élevé. Le monde du recyclage chimique commence à 95% de concentration dans le polymère qu'on recherche. Parfois, il demande un petit peu plus. Donc, il faut imaginer que tous les moyens de traitement et de préparation amont, ça commence par les centres de tri et ça va ensuite sur les étapes de préparation, elles sont en fait largement communes. Après, sur la fin de traitement, effectivement, là, pour le coup, nous, on fait plutôt de la décontamination avancée chez Paprec. Et là, il y a d'autres modes comme le traitement biologique qui est proposé par Carbios. Il y a de la méthanolyse, il y a d'autres solutions qui sont proposées par le marché aujourd'hui. Toutes ne sont pas aussi bas carbone que la techno de Carbios. Il y a d'autres recycleurs chimiques qui travaillent à des températures plus élevées avec une dépense énergétique et donc des émissions CO2 qui sont plus importantes. Mais si on doit classer de façon assez basique, puisqu'en général, on rajoute une étape en plus, le recyclé le plus bas carbone, on va dire le recyclé vraiment bas carbone, c'est le recyclage mécanique traditionnel. Le recyclé chimique est un peu plus haut en carbone, parce qu'en fait, il nécessite, puisqu'on revient au monomère, de refaire la chaîne de transformation qui mène au polymère. Et là, on rentre dans des chaînes de polymérisation qui elles-mêmes sont consommatrices de certaines énergies. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça permet effectivement de se débarrasser d'une partie des additifs qu'on était venu ajouter, pas à raison. On opacifie pour éviter que les UV dégradent le produit qui est contenu, etc. Donc on se débarrasse de certains produits et donc on s'ouvre une forme de versatilité, de possibilité d'aller dans différentes applications. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie complémentarité. Et on pense en particulier au sujet des textiles. Le sujet du recyclage chimique, c'est absolument passionnant. Le sujet de la préparation mécanique qu'il va falloir mettre en amont de ce recyclage chimique,
et l'est pas moins. Et pour le coup, il y a encore beaucoup de choses à écrire. Nous, c'est des sujets qui nous intéressent aussi. Donc, c'est pas quelque chose dans lequel c'est pas une grande compétition entre filières, c'est quelque chose d'assez complémentaire. Et là, pour parler vraiment côté business, moi, j'adorerais tellement qu'ils réussissent. Comme ils vont vendre entre 2 et 3 fois plus cher que moi, peut-être que je vais pouvoir monter mes prix un jour grâce à eux. Tiens, d'ailleurs, pour revenir, vous avez parlé des bouteilles, pour revenir à l'éco-conception, les minéraliers ont fait d'ailleurs, en tout cas un certain nombre, ont fait le job justement d'enlever un certain nombre d'additifs, de colorants. Je prends l'exemple par exemple de Badois, c'est ça? Oui. Le problème du PET coloré, qui est un obstacle à augmenter en fait le gisement de PET clair, hein, est en train progressivement d'avancer, notamment avec certains gros adhérents là récemment qui ont passé leurs bouteilles colorées en bouteilles claires. Moi, je voudrais juste dire une petite chose qu'on n'a pas mentionnée jusqu'à présent, si je peux, c'est en fait malgré tout ce qu'on est en train de dire sur le plastique, hein, et que notamment les plastiques recyclables sont des bons matériaux, et encore une fois l'exemple de la bouteille d'eau 100% PET recyclé est un excellent exemple. Malgré tout ça, la réglementation va interdire ces produits-là. En 2040, il n'y aura plus de plastique à usage unique, quelle que soit sa nature. Et je trouve que c'est vraiment un énorme problème pour toute l'industrie du plastique, qui est basée en fait sur une opinion publique que le plastique, c'est mauvais. Et en fait, donc, la solution simple que trouvent les politiques face à l'opinion publique, c'est-à-dire on interdit le matériau. Et du coup, on ne parle pas du tout du comportement, par exemple. Et parce que c'est beaucoup plus simple, en fait, d'expliquer à une population qu'elle n'est pas responsable de ce qui la choque et d'interdire le matériau. Mais le comportement du consommateur est essentiel. C'est-à-dire s'il ne collecte pas, il ne trie pas, on n'arrivera jamais à faire des plastiques 100% circulaires. Et je trouve que on ne le dit pas assez aussi, il y a une responsabilité des consommateurs. Alors justement, pour revenir là aussi, alors je fais un petit flashback, mais on a parlé tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas du verre et qu'on utilise finalement du plastique, etc. Là aussi, je crois vous avez produit une étude en fait qui montre que si on utilisait du verre, l'impact carbone serait bien moins bon que celui d'utiliser du PET recyclé. On a fait dans le syndicat là, une énorme étude d'analyse de cycle de vie. On a étudié pendant 1 an et demi tous les matériaux d'emballage possibles pouvant servir à emballer de l'eau. Donc bien sûr le plastique, mais à usage unique ou réutilisable, le verre à usage unique ou réutilisable, le carton, l'aluminium, le bag-in-box, enfin tous les matériaux possibles. Et on montre que finalement, le gagnant, c'est le plastique à usage unique à partir du moment où il a... Et alors plus il a de plastique recyclé à l'intérieur, plus il est vertueux. Mais même avec 20% de RPET dans la bouteille de plastique à usage unique, ce plastique à usage unique est gagnant par rapport au verre consigné, dont on entend souvent les ONG nous dire « mais le verre consigné, c'est la solution. Arrêtez votre plastique et remplacez par du verre consigné. » Ce n'est pas vrai du tout. Donc il faut arrêter de raisonner sur des sujets de manière émotionnelle et regarder les faits et les données scientifiques. Et nous, on a cette étude qui est vraiment une étude très poussée, qui a été validée par des experts internationaux avec un panel de revues. Et donc, c'est sans appel, quoi. Vraiment, le plastique à usage unique est la meilleure solution. Jean. Et pour souligner le paradoxe, juste 2 mots, je ne le citerai pas, mais j'ai un camarade qui a gagné un prix d'entrepreneur il n'y a pas longtemps, qui a une chaîne de magasins bio qui fait des cosmétiques bio, et qui me disait qu'il était devant lui-même un paradoxe terrible, parce que ses consommateurs et ses consommatrices lui demandent de basculer massivement vers le verre. Comme c'est des gens sérieux, ils font les analyses de cycle de vie de leurs produits. Il me dit, mais il n'y a pas de chiffre qui me dit qu'il faut que je passe au verre. Tous mes chiffres me disent, continue dans le plastique et mets en plus. Jean. Oui, on voit même des gens qui font des bouteilles qui passent du plastique à l'aluminium. Bon. Donc, on fait l'impact ACV. En fait, on voit bien qu'on peut arriver à marcher sur la tête. Et néanmoins, c'était mon sujet de départ, pourquoi le plastique est dans le viseur? Parce qu'en fait, quand on allume la télé et qu'on voit ce qu'on voit, si je puis dire, nous tous, en fait, on est impacté par ça. Et je vais revenir au sujet de la nécessité dans nombre de pays du monde, c'est un sujet mondial, avec des grands fleuves, hein, le Nil, le Yangtze, c'est no offense, mais en fait, ça charrie des tonnes et des tonnes de plastique. Alors nous-mêmes, on en a dans la Seine, hein, quand on regarde de temps en temps, quand on va sur les quais.
Mais du coup, c'est ce phénomène de l'abandon du plastique dans la nature qui est un fléau et un drame absolu. C'est pas tellement moi je dis souvent, le sujet, c'est pas le plastique, c'est le plastique dans la nature. Et ça, c'est inacceptable. Enfin, je veux dire, personne. C'est pour ça qu'on se dit, mais on n'a qu'à passer au verre, on n'a qu'à trouver d'autres solutions. Remplacez-moi tout ce plastique par autre chose, y compris au détriment de l'impact carbone. Et donc, c'est pour ça que l'action je reviens à ce qu'on fait nous dans le cadre du traité plastique sous l'égide de l'ONU, c'est que des systèmes de gestion, donc de responsabilité du producteur dans le monde entier doivent être mis en place parce que ça apporte des financements. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de la France, c'est 1,1 milliard qui va là-dessus. Hein, c'est pour collecter, pour trier, pour recycler, pour faire le job, et on n'a pas terminé. Et dans d'autres pays, pour l'instant, il n'y a pas. Donc du coup, on essaye de pousser, en tout cas, avec nos camarades, le fait que dans des pays qui sont nos pays qui ne seront pas à 1% de taux de croissance, hein, parce qu'eux, ils vont aller beaucoup plus loin, etc., on a besoin d'assurer cette gestion de déchets, de les aider à les mettre en place. Et donc, du coup, à collecter tout ça pour, à un moment donné, fermer ce robinet. Et je vais parvenir au sujet pour notre territoire, à nous, quand même si je reviens de temps en temps, du sujet de la consigne qui permettrait aussi d'éviter de voir la bouteille et la canette traîner dehors. Je voulais parler de la collecte justement après, mais Muriel peut-être. Juste un complément pour évoquer l'harmonisation, hein, parce qu'il est bien question d'harmonisation à l'échelle mondiale. Il faut savoir qu'à l'échelle européenne, il y a aujourd'hui une réglementation européenne qui est en train de s'écrire, la PPWR, sur les déchets et les déchets d'emballage, et qui va donner justement des guidelines pour l'ensemble des États membres. Donc le recyclage et le réemploi vont être au cœur, en tous les cas, je pense, de cette PPWR qui devrait aboutir 2024, en tous les cas, avant le renouvellement de la Commission. Alors je viens justement du coup à cette question de la collecte, du tri. On arrive un peu au bout de la conférence, donc on arrive aussi au bout du cycle, qui est aussi un nouveau commencement en fait. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Je sais qu'effectivement, on a parlé de consignes plastiques. D'ailleurs, très récemment, les collectivités ont un peu refusé, fermé la porte au fait qu'on puisse avoir une consigne sur les bouteilles en plastique. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça en fait? Comment est-ce qu'on peut améliorer la collecte, le tri pour pouvoir faire en sorte d'avoir des gisements plus importants et pouvoir d'ailleurs peut-être passer les réglementations dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'augmenter les taux de RPET, notamment dans les bouteilles, mais peut-être dans d'autres... Je me lance rapidement. Le premier sujet d'abord, c'est l'harmonisation. Donc en gros, c'est la consigne simple pour tous les Français, tous vos emballages, y compris plastique, vont dans le bac de tri. Et on essaye qu'ils soient jaunes partout, ce qui n'est pas toujours le cas, mais enfin, parce qu'on se fait, comment on va dire poliment, tirer les oreilles à la maison, parce qu'en fait, mais ton truc, ça ne marche pas, on ne comprend rien. Donc voilà, c'est simplifier. Et du coup, là, on est parti pour, et voilà, et communiquer, du coup, dans la grosse campagne de communication qui vont venir sur la fin de l'année pour rappeler tout ça. Donc allons-y, premièrement. Deuxièmement, il y a des gisements un peu ce qu'on appelle le hors foyer, donc un peu nomade. Alors ce n'est pas les plus gros gisements, mais je pense que là-dessus on a quelques tonnes à aller chercher en tout cas. Puis c'est la continuité du geste de tri. Donc vous en avez maintenant dans les aéroports, ça commence dans les gares. Enfin tous ces lieux-là, finalement, on a besoin aussi d'assurer la continuité du geste de tri. Troisièmement, on a des sujets de... Après, je l'ai dit tout à l'heure, on a un gros sujet dans les villes. Là, avec vraiment on est mauvais dans les villes, c'est l'endroit où on consomme le plus et on trie le moins. Donc là, on a besoin de leviers supplémentaires. Donc en général, c'est du hors-foyer, de la densification de points de collecte. Enfin, c'est vraiment du point de vue des élus, parce que c'est eux qui sont à la manœuvre là-dessus, de pousser à l'harmonisation et à la collecte. Ensuite... D'ailleurs, désolé, je rebondis, mais ça paraît un peu étrange, parce qu'on pourrait se dire qu'au contraire, il y a une concentration de la matière, on peut tout récupérer assez facilement. Non, on peut peut-être donner quelques chiffres aux gens. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'en moyenne, en France, un habitant va collecter 70 kilos par an et par habitant d'emballage et de papier. Si je vais du côté on va dire à l'est et à l'ouest de la France, dans des endroits un peu, on va dire la Vendée, la Bretagne, la Haute-Saône, le Jura, on va être plutôt proche des 110 kilos. Les civilisés et les autres, c'est ça? Et chez nous, là, dans nos métropoles, etc., on va être plus proche des 40 kilos, en gros. Donc, encore une fois, c'est les endroits où on consomme le plus et c'est là où c'est là on trie le moins. On ne va pas s'étendre sur pourquoi. Il y a des raisons d'habitat sociologique,
d'habitat. Mais en gros, quand on a 55 ans et qu'on a une maison individuelle, qu'on est propriétaire, on est un bon trieur en France. Voilà. Après, il reste. C'est pour ça qu'il nous faut quand même, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas si mal au global quand même, et qu'on a besoin de nouveaux leviers incitatifs. Donc, on a parlé de ce qu'on appelle la tarification incitative, parce que quand on regarde autour de nous, parce qu'après on regarde qui est meilleur, hein, parce que finalement, si on veut chercher pourquoi est-ce qu'on est là et que les autres sont là, ils ont fait quoi? Bon, c'est les Autrichiens, c'est les Belges, c'est les Suisses. Ils ont un truc qui s'appelle la tarification incitative. En Suisse, c'est le sac payant. Bref. Plus je sors mon bac d'ordures ménagères classique, plus je paye. Moins je le sors, moins je paye. Et donc, c'est une incitation au tri. Puis si vous avez le biodéchet en plus, c'est top. Okay. Et ceux qui sont encore au-dessus, ils ont, dans certaines catégories de produits, qui sont les bouteilles et les canettes, pour recyclage au premier emploi, des systèmes de consigne. Qui est l'incitation ultime, qui est de dire, là, je vais la rapporter, ma bouteille, parce que comme ça, je vais retoucher. Et donc, on connaît, en fait, les leviers. Donc, nous, on sait que sur les plastiques, on est à 23% de taux de recyclage au global. 23%, on doit être à 55% d'ici à 2030. Nous, on sait gagner 10 points, là, avec le hors-foyer, la com, le machin, etc. Si on veut en gagner 20, il faut la tarification incitative. Si on veut en gagner 30, il faut la consigne. Voilà, à un moment donné, il suffit de regarder autour de nous pour savoir quels sont les leviers et comment on peut être meilleur. On a les moyens d'être meilleur. C'est des changements, et vous avez raison, c'est des changements qui... il y a une grosse opposition, hein, notamment sur la tarification incitative. Il y a vraiment une grosse difficulté des élus parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Sur la consigne, il y a une grosse opposition pour des raisons de service public, avec les collectivités locales, pour des raisons de changement d'équilibre économique. Et en revanche, logiquement, quand on passe dans un nouveau système, on rechange l'équilibre économique. Mais on n'a même pas eu cette discussion encore en France qui est, OK, qu'est-ce que ça change pour les collectivités? Qu'est-ce que ça change pour les opérateurs? Parce qu'ils ont des centres de tri, etc. Donc, il y a des changements économiques qu'on n'a pas abordés. Voilà, parce qu'on s'est dit, non, on n'en veut pas. Et honnêtement, c'est dommage. Voilà, mais une fois que je l'ai dit une fois, je l'aurais dit. Et d'ailleurs, sur ces changements de modèle éco... Pour illustrer le propos de Jean, on est dans un système qui est à 2 vitesses et même 2 fois 2 vitesses. Donc, on est à 2 vitesses, c'est ce que Jean décrivait. On a plusieurs régions dans lesquelles on dépasse déjà les 90% de captation des emballages. On a plusieurs régions qui sont au-dessus de 80% de captation là-dessus, 3 régions. Et donc on a vraiment cette dichotomie entre les urbains denses qui trient extrêmement mal avec des taux de captation de la ressource de l'ordre de 30%, et puis de l'habitat pavillonnaire plus ou moins dense qui lui est très régulièrement au-dessus de 80% et pour lequel, pour simplifier, il n'y a pas de problème. Et donc 2 vitesses là-dessus et 2 vitesses sur le taux de recyclage actuel, puisque les vieilles sortes de plastique, donc nos fameuses bouteilles et flacons qui font l'objet de la consigne, elles sont à 56-57% de taux de recyclage. Et par contre, les nouvelles sortes de plastique, qui font quand même les 2 tiers du gisement, parce que les bouteilles, ça fait 400 000, mais il y a encore 800 000 tonnes qu'il faut aller chercher. Celles-là, on les recycle un peu au-dessus de 10%, on va se rapprocher de 15%. Normalement, alors, je ne sais pas si c'est à la fin de cette année ou au milieu de l'année prochaine. Et donc, on est à 2 fois 2 vitesses. On est à 2 vitesses, on est très mauvais dans l'urbain dense et très bon sans consigne dans tout ce qui est pavillonnaire, et on est à 2e petite vitesse ou très petite vitesse sur les nouvelles sortes plastiques avec des besoins de communication essentiels qui va simplifier le bac de tri. On a fait un investissement, il faut quand même que vous imaginez l'industrie en France des recycleurs, des centres de tri avec les collectivités, etc. Aujourd'hui, on investit entre 2018 et 2023, on a investi 1,5 milliard dans la rénovation des centres de tri, dans les nouvelles usines de régénération, dans les nouvelles lignes, etc. Donc moi, j'entends des gens qui me disent « Oui, alors il n'y a pas d'investissement dans votre secteur ». Je me tourne vers mon voisin, je crois qu'il a quelques investissements dans le tuyau, mais juste déjà, là, on a investi 1,5 milliard juste pour voir. Okay, donc il ne se passe pas rien. Donc on a mis l'outil en ordre de bataille de répondre à ça, mais il y a urgence à aller capter les 2 tiers du gisement qu'on recycle aujourd'hui de l'ordre de 15%, alors que certes, sur la bouteille, il faut faire mieux, mais on est quand même déjà à 55%, et donc on a besoin de monter massivement, et ça, nous, on appelle de nos voeux un plan Marshall sur l'urbain dense pour créer les moyens physiques concrets qui permettent aux gens. Ça coûte 4 fois moins cher que la consigne, ça coûte 500 millions d'euros de le faire. On captera 1,4 million de tonnes d'emballage en plus par an et pas seulement 150 000 tonnes. Donc c'est 10 fois plus efficace. Donc on pourra discuter avec mon ami Jean de savoir ce qu'il faut faire. Mais... Ouais. Alors voilà, exactement. Je pense que ce débat-là est un peu sans fin. Puis en plus, on a beaucoup parlé. La table ronde était passionnante. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu le temps passer. Je vous propose, si vous avez des questions, de lever la main pour qu'on puisse éventuellement en prendre une ou deux avant de conclure. Alors, est-ce qu'il y a des questions? En sachant que je ne vois absolument rien. Donc, vous pouvez tous lever la main. Moi, je voudrais juste... Voilà. C'est moi. Ah, pardon.
Merci Muriel. Dire que dans tous ces débats que nous avons, l'information aux consommateurs, elle est capitale. Aujourd'hui, elle est capitale parce qu'on a cette bonne nouvelle qui est de dire on a l'extension des consignes de tri. Donc oui, on a un super levier aujourd'hui pour pouvoir récupérer nos emballages. Sauf qu'on a beaucoup de consommateurs qui ne savent pas que les emballages sales, par exemple, on peut les mettre dans la poubelle jaune. Donc il y a un énorme travail à faire parce que c'est du comportemental, c'est du changement d'habitude et c'est capital. Alors je sais que Citeo est très mobilisé en fait sur le sujet. Nous, en tant que fédération, on prend aussi nos responsabilités et on va communiquer d'une façon, on l'espère, assez originale auprès aussi de nos consommateurs. Mais voilà, on est tous dans le même bateau et là-dessus, la sensibilisation, elle doit se faire à tous les niveaux. Eh ben, merci beaucoup, c'est un mot de la fin qui est absolument parfait. Donc un grand merci pour ces interventions. Je vais vous demander du coup de regagner la salle et puis on va conclure rapidement. Merci beaucoup. Bon voilà, on arrive à la fin de la journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée, qu'elle était riche, que vous avez appris plein de choses. On se retrouve demain pour à nouveau des conférences, des ateliers. Une première conférence en plénière à 11h et puis un bilan vers 16h, je crois, donc 15h pardon. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous souhaite d'en passer une et puis je vous dis à bientôt.